Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Merci encore une fois de toujours nous suivre. On est là en tout cas pour vous accompagner jusqu'à 9h30 ce matin avec toute l'équipe du jeudi matin. Nous sommes donc le jeudi 7 novembre. Nous serons accompagnés dans un tout petit moment par Aïda. Elle viendra dans sa rubrique psychologie nous parler de la fratrie et des rivalités qui peuvent exister entre les frères et sœurs, bien sûr. Et nous aurons à parler aussi avec nos autres rubricards de différents thèmes, à savoir donc Siam Knouch qui reviendra aussi nous parler de l'origine de. Aujourd'hui, elle nous parlera de l'origine de la Khamsa, tout savoir sur cette Khamsa, d'où est-ce que c'est venu donc cette idée de porter les Khamsa et pourquoi pas, d'où est-ce que c'est venu cette symbolique. Et Nafar Mezari sera là pour sa rubrique high-tech aujourd'hui. Il nous parlera de nouvelles technologies également et il sera accompagné aujourd'hui par notre collègue Kamal Sweet qui a été donc lauréat du concours, deuxième lauréat donc du concours Mediastar. Il viendra nous parler donc de ce prix et surtout de son émission. On aura le plaisir d'être aussi en compagnie de Rahim Abdelaziz. Il viendra nous parler du Liège. Hier, on a pu donc lancer l'invitation, mais c'est aujourd'hui qu'on a le plaisir donc de le recevoir. Et puis on ira du côté du Silla pour encore une fois vous faire voyager à travers les mots, à travers la littérature, puisque nous aurons Radia Boulmahali aura le plaisir de nous faire découvrir deux auteurs. Un d'ancienne génération et la jeune génération. C'est la jeune plume qui est donc cette année privilégiée au niveau de la 24e édition du Salon du Livre. Nous ferons connaissance avec cet univers donc littéraire tout à l'heure avec Radia Boulmahali. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie et ce jusqu'à 9h30. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Et on a le plaisir de la retrouver chaque mercredi et jeudi avec moi sur le plateau. Bonjour Amel. Merci Amel, bonjour. Ça va? Très bien, merci. Les pluies déjà se sont dissipées. Que se passe-t-il? Oui, mais ça va revenir un peu. Très bien, on vous écoute. Alors. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera passagèrement nuageux sur les régions de l'ouest et le centre, mais ces nuages deviendront plus denses en fin de journée, pouvant engendrer quelques pluies, parfois orageuses. Par contre, à l'est, eh bien, on aura la prédominance des éclaircies sur les quelques passages nuageux. La moitié sud, excepté quelques voiles vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Partout ailleurs, le ciel restera généralement bien dégagé. Sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental avec deux fréquents soulèvements de sable vers la Saoura et l'extrême sud. Côté température, eh bien, elles seront stationnaires par rapport à hier, plutôt agréables et fraîches vers l'intérieur, avec toutefois un minimum de 13 degrés du côté de Batna, Tiaret, Tissemsilt, 16 Sétif, 15 degrés à Djelfa, 19 degrés Tizi Ouzou, Mascara, 22 à Tlemcen, 21 à Oran, Alger, 20 degrés à Annaba, au sud 22 degrés du côté de Béchar, Biskra, 21 Gardaya, 24 Hassim Saoud, Ouargla, 29 degrés à Ilizi, 30 à Drar, Insalah, Taman Rasset et Janet, et enfin le maximum toujours à Borj, Bedji Mourtar et Ingezem avec 38 degrés. On va faire toujours un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera partiellement nuageux, plus exactement à Berlin, Prague, Varsovie, Bucarest, Athènes, vers la péninsule ibérique. Ailleurs, les pluies intéresseront la ville de Dublin, Londres, Paris, Bordeaux, Marseille, Berne, également Copenhague. Le mercure, quant à lui, affichera 7 degrés seulement à Copenhague et Berne, 10 Paris, 9 à Londres, 8 à Dublin, 16 degrés à Marseille, 12 à Madrid, 19 à Rome, 13 à Budapest, 21 degrés à Bucarest et enfin le maximum cette fois-ci à Athènes avec 25 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Voilà, merci beaucoup. C'est moi Amel. qui merci. À tout à l'heure, bien sûr, pour d'autres bulletins météo. Merci. Midi et 19h, juste après les journaux donc de Canal Algérie, journaux télévisés. Exact. On va vous laisser repartir avec une belle chanson. C'est plutôt de l'instrumental cette fois-ci qu'on va vous offrir. Ça donne
de la bonne humeur, de bon matin. Ça, en tout cas, vous envoûte. Vous allez sortir en dansant. On en a besoin, oui. Voilà, c'est une belle formation assez internationale. Le leader est algérien. C'est Mina Abed qui nous l'a fait découvrir à travers sa rubrique Jeunes Talents. Donc, je vous invite à apprécier cette formation musicale. Il s'agit donc de Rabih Houti Band. On se retrouve juste après. Voilà, du dynamisme et surtout de beaucoup de fraîcheur à travers cette formation musicale. J'espère que vous avez fait un plein de bonheur, de bon matin pour affronter la journée. C'est très important de bien démarrer la journée. Inch'Allah, elle sera donc de bon augure. Nous allons accueillir Aïda comme il se doit, comme chaque jeudi matin. Elle est là dans sa rubrique psychologie à nous faire découvrir donc des thématiques. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Bien, bien. Vous êtes en forme? Je suis. Vous êtes un peu fatiguée cette semaine parce que je sais que vous êtes au niveau donc du salon du livre, oui. Ça se passe très bien avec le public. C'est une interactivité oui. Donc directe. Oui. Vous représentez donc l'organe national donc de la protection de l'enfance et donc de la femme, c'est cela? Tout à fait, tout à fait. De la protection de l'enfance. De la protection et la promotion de l'enfance. Voilà, c'est ça, j'y arrive. Et vous êtes toujours là à répondre aux questionnements, interrogations et surtout la détresse de certaines personnes qui peuvent aussi venir vers vous. Je suis impressionnée par le nombre de personnes qui se sont reprochées pour vraiment nous remercier déjà de ce qui a été installé, pour la médiatisation de l'information. Aujourd'hui, on est vraiment fiers de construire beaucoup de choses. Aussi, de notre passage, j'ai beaucoup de
de messages comme ça vers les collègues, y compris vous. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui nous suivent de près, qui m'ont donné beaucoup de remarques, que j'ai pris note. Et je tiens à leur dire aujourd'hui, d'abord merci, mais aussi c'est un travail de co-construction entre nous tous, qu'on va travailler tous ensemble. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous souffler des thématiques. Absolument. C'est important, c'est pour eux que cette rubrique a été installée et pour répondre à certaines interrogations. Donc aujourd'hui, la thématique que vous avez donc retenue pour nous tous, c'est donc la fratrie et cette rivalité qui peut exister entre les frères et sœurs. Combien que c'était très visible. C'était visible. La famille, c'est les frères autour du stand, présents dans le salon. Pourquoi il a acheté, pas moi? Pourquoi tu l'as donné cette couleur, moi le bleu? Toujours, il y a ces chamailleries, il y a ce mouvement, il y a ce regard piquant ou ce regard de doute qui s'installe entre le couple pour pouvoir dire non, pas lui, elle est fille, les garçons, tout ça. Et puis, c'était comme une thématique qui m'est venue comme ça pour qu'on puisse vraiment revenir sur cette rivalité qui s'installe. On ne sait pas trop si c'est une bonne chose ou mauvaise chose, mais probablement qu'aujourd'hui, on va essayer juste de définir les choses et puis d'apporter le bon côté de ce phénomène humain. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que dans une famille, il y a toujours le grand frère, la grande sœur. C'est les aînés. Ils ont soit beaucoup de charges, soit c'est les plus gâtés, soit est-ce que les parents se rendent compte, est-ce que les parents peut-être le font volontairement ou inconsciemment? Moi, je dirais que c'est la belle histoire d'amour qui se construit avec chaque enfant. Oui. Vous savez, le bébé, quand il arrive pour la première fois dans une famille, c'est un regard, c'est un attachement, c'est de l'affect, c'est quelque chose de noble, c'est fort, quelque chose qui secoue un tout petit peu. Le couple lui permet d'exprimer beaucoup d'émotions, même si on va dire qu'il y a les colères, des moments difficiles, des crises de nerfs, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'installent. Le plus important, c'est qu'il y a cette force de pouvoir vraiment construire un lien très fort avec les parents qui est de l'amour et puis cette place que l'enfant et le bébé prend en famille. Ce qui peut balancer un tout petit peu les choses ou bousculer les choses, c'est l'arrivée d'un autre frère. Étant donné que, c'est vrai, il nous semble que les parents l'annoncent avec un sourire. Voilà, on a de la chance, on va avoir un frère, une petite sœur. Automatiquement, l'enfant va le rendre avec un sourire parce qu'on lui transmet ça. Mais aussi, on est en train de placer quelque chose de différent qui est le partage. Donc, on va mettre son lit là, il aura un biberon, toi tu sauras. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait, nous adultes, dans le sourire, qui n'est pas forcément facile pour un enfant. Et moi, j'ai envie de dire, de plus en plus on descend dans l'âge, l'enfant est bousculé, donc en dessous de 3 ans, il est là, il est secoué par cette personne qui vient partager avec lui et l'espace et l'amour des parents. Et je crois que la formule commence à partir de là, étant donné que à quel moment je peux attirer mes parents pour qu'ils me donnent un peu plus ou ils prennent de moi une petite partie pour lui rendre. La formule, elle n'est pas comme ça. Oui. Ce n'est pas quantitatif. L'amour, on ne le sépare pas comme ça. Mais chez les enfants, et les débuts, surtout c'est les parents, apprennent à être parents. La parentalité, c'est un apprentissage. Oui. On a l'enfant qui dicte à ses parents comment ils peuvent être papa, maman. Voilà. Donc, on n'a pas la formule. C'est quelque chose, on n'arrive pas avec des cours où on révise. Ou, voilà. C'est quelque chose qu'on apprend de nos enfants. Et après ces leçons de partage, les parents prennent du temps pour comprendre qu'il faut vraiment jouer sur un autre terrain qui n'est pas le quantitatif. C'est pas comme toi, comme lui d'abord, toi, mais lui, non. Ça n'a rien à voir. La place de chacun est différente, mais c'est avec l'âge et avec la maturation qu'on arrive vraiment à définir les choses. Tout à fait. Et dans ce mouvement, il y a la rivalité qui s'installe. Donc, oui, parce vraiment, qu'il y aura toujours un enfant qui demande un peu plus d'attention. Donc les parents vont plus se concentrer sur un enfant, qui soit l'aîné ou le cadet ou le petit dernier. Il y aura toujours une petite attention particulière parce qu'il y a peut-être un manquement, peut-être que, voilà, je ne sais pas.
C'est à vous de nous expliquer cette rivalité. Ben, regarde, les choses s'installent doucement, mais c'est la finesse et la richesse de l'être humain. C'est combien que c'est fin de pouvoir vraiment exprimer cet affect, cet amour, cet attachement envers l'autre. Les parents, il me semble que dans la formule, dans l'apprentissage de cette parentalité, c'est important qu'on puisse juste comprendre que ça ne peut pas être similaire. C'est pas possible de donner la même chose pour tout le monde et de la même manière et d'offrir kiff-kiff. Hein. On a comme l'impression de dire une tasse pour toi, une tasse pour lui. Ce niveau de liquide, jusque-là, toi aussi, une part de gâteau, c'est comme ça. On offre et on offre. C'est ça. Mais après, ça marque. C'est-à-dire que l'enfant va l'enregistrer et va le garder comme peut-être une souffrance. Et après, étant grand, il va dire « Ah oui, mais mon père ou ma mère ne me faisait pas la même chose que mon petit frère, ou etc. » Moi, je crois que c'est le premier pas à comprendre. Parce que si on réfléchit tous ensemble, comment libérer nos enfants de ces crises, de ces souffrances infantiles, de cette rivalité qui risque de les coincer à l'âge adulte, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de naturel, de bien dans la dynamique de la fratrie. Mais si on n'aide pas l'enfant à gérer ses émotions négatives, il peut vivre avec cette dynamique à l'âge adulte. Oui. Et il va toujours penser que, voilà, mon père avait son petit préféré, par exemple. Ouais. Voilà. Et plus que ça, il y a des familles là où ils arrivent à tisser les liens et à vivre ensemble, les frères à se souder, à partager beaucoup de choses, d'événements ensemble. Il y en a d'autres où là c'est un peu plus compliqué. Donc c'est un verbe, une phrase, elle a dit, elle n'a pas dit, je ne l'ai pas vu depuis, c'est difficile de partager. Il y a beaucoup de choses de cet ordre qui déchirent un tout petit peu les liens. Si on parle de la santé psychique, de cette formule de bonheur chez nos enfants, c'est important qu'on puisse justement commencer par leur expliquer que la différence, elle est utile, qu'on ne peut pas être au même niveau de la même manière que c'est différent. Aujourd'hui, j'offre pour le premier, la prochaine fois pour le deuxième. C'est vrai. Alors, il y a aussi d'autres formules où l'enfant devient lui-même protecteur envers son frère ou sa sœur. Donc ça aussi, c'est un autre registre peut-être de la fratrie. Il limite peut-être les parents. Oui, moi j'accepte ça, dans le sens où ça permet à l'un et à l'autre de construire, de renforcer ce lien d'amour. Quand est-ce que ça devient difficile? Maladif, quand ça devient de l'harcèlement. Parce que c'est moi qui dis que je suis l'aîné, c'est comme ça que tu dois faire. Tu n'as pas le droit de... Et parce que tu as fait ça, donc je vais dire à mes parents. Et à partir de là, si l'harcèlement, si cette pression, si cette manière d'écraser l'espace de l'autre, et ça commence à déséquilibrer un tout petit peu le lien entre les deux, vous savez, c'est la violence qui va s'installer après. Parce que ne me touche pas, tu n'as pas à me donner, tu n'as pas à gérer, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Il y a beaucoup de choses qui s'installent comme ça, qui peuvent vraiment déséquilibrer les choses. Donc oui, quand il fait attention à son frère pour le protéger. Oui, pour comprendre qu'il y a une alliance, qu'il y a le nom de famille, qu'il faut qu'ils soient solidaires ensemble. Mais attention, il ne faut pas que ça déborde un tout petit peu pour qu'on puisse vraiment revenir, à les inviter à revenir à l'adulte. Et c'est là la parentalité. C'est quand mon enfant comprend que je suis là quelque part pour le protéger, mais tout en lui laissant l'espace pour qu'il puisse vraiment voler avec ses propres ailes. Comprendre qu'il peut se défendre, qu'il peut dire les choses et qu'il peut être le grand, tout ça. Le dangereux aussi dans ces formules, c'est si par exemple on leur explique pas que chacun d'eux est différent et qu'on place les étiquettes. Il est grand, il sait mieux faire. Toi, tu es timide, tu ne peux pas. Lui, il a une manière de gérer qui est... Cette différence et placer la comparaison, voilà. Je cherchais le mot, c'est de comparer entre les deux, les trois, les quatre frères. Toi, tu es une fille, lui, c'est un garçon. Cette comparaison nuit énormément à cette dynamique de fratrie. Il y a une autre combinaison, c'est celle d'un enfant malade dans une fratrie. Et donc, toute l'attention est concentrée
concentrer sur cet enfant malade Oui, et quelquefois on délaisse l'autre, on se dit voilà il est plus autonome, on arriverait plus tard à s'en occuper, etc. Et l'enfant va le ressentir. Et il y a aussi une autre version où c'est l'enfant malade qu'on délaisse parce qu'on n'a pas trop le temps, il a son handicap et on va s'occuper plus d'un enfant. J'aime ta manière de poser la question dans les deux sens. Oui, oui parce que c'est des formules qui peuvent exister. Très intéressant. Regarde, on est dépassé par les émotions. C'est quelque chose, on a beau à réfléchir, à partager. C'est du vécu, c'est des choses qu'on a vues, c'est des choses qu'on a entendues. Oui. Mais voilà, l'adulte, il est piégé des fois par quelque chose qui le nourrit de l'intérieur. Vous savez, si on dit qu'on a 4 enfants et qu'ils sont tous pareils pour nous, qu'on les aime de la même manière, je crois que ce n'est pas vrai. Chaque enfant, il ramène les parents vers une situation, une étape particulière, avec un transfert différent. Les enfants sont différents. L'amour installé vers ces enfants sont différents. Donc, l'attachement et le lien, il est différent. La nature de la différence, elle est visible, elle est palpable. C'est quelque chose qu'on peut le voir dans le regard d'une mère qui accueille son fils, parce que pour elle, il représente beaucoup de choses, contrairement à sa fille qui vit avec elle, là où... C'est le regard, c'est le geste, c'est la manière de l'accueillir, de le nourrir, beaucoup de choses de cet ordre. Aujourd'hui, si j'explique que on est pareil, on fait de la même manière qu'un enfant malade, non malade, que je suis attirée par la faiblesse de l'un ou la force de l'autre, ou j'essaye d'équilibrer un tout petit peu, c'est pas vrai. Le bien est le plus important à installer dans ces moments, c'est d'expliquer un tout petit peu pourquoi je m'aligne un peu plus vers lui. C'est de placer les mots et de permettre à ses émotions de sortir. Il est plus petit, il a besoin d'un espace de temps un peu plus long, donc c'est important que je puisse rester avec lui. Ceci dit, si je t'accompagne pas, ça ne veut pas dire que je ne vois pas tes difficultés, ou je ne peux pas le faire, ou je t'aime un peu moins, ou ça n'a rien à voir. Ce genre de phrase, pour pouvoir vraiment expliquer la différence, c'est ce qui libère les enfants. Oui. Et expliquer le contraire aussi. Ton frère a un examen, il faut que je reste avec lui. Là où toi, tu peux jouer, et là, on se reverra probablement avant le sommeil pour que je puisse te raconter quelque chose. Libérer les enfants pour que je puisse expliquer cette dynamique, et puis donner à chacun d'eux quelque chose qui pourra leur permettre de comprendre que c'est différent. Ce n'est pas dans la quantité, ce n'est pas dans le temps, ce n'est pas dans la qualité de service que je peux offrir à l'un et à l'autre, mais c'est important de dire les choses. Mais après, ça ne s'arrête pas là. Parce que si moi je le dis, c'est que je l'ai réfléchi et c'est une grande leçon pour moi, adulte et parent. Oui. Le deuxième, c'est de l'écouter, comment il va prendre les choses. Et des fois, ils sont très durs, les enfants. Oui. Hein, parce que tu es comme ça, et tu pourquoi lui, pourquoi pas moi, etc. Et c'est des cris de larmes. Moi, j'invite les parents à absorber ces paroles tout en gardant l'équilibre et la neutralité, parce que souvent c'est des cris, c'est des clashs, et à ce moment-là on ne contrôle pas le verbe, comment il peut sortir. Donc garder le tête-à-tête, ça veut dire que je peux le prendre, rester un petit moment avec lui, permettre de me dire quelque chose, mais je reviens en reconnaissant et en équilibrant un tout petit peu le besoin des uns et des autres. C'est comme ça, les enfants, c'est comme ça. C'est sûr. Alors, les conseils que vous allez donc donner aujourd'hui, est-ce que au niveau donc de vos différents rapports avec, par exemple, les enfants que vous recevez, est-ce qu'il y a eu déjà des crises comme ça de fratrie? C'est visible. C'est visible. Tout de suite, il y a quelque chose qui s'installe. Soit la chaise, il la prend le premier, donc c'est à moi, pas à toi. Soit la couleur, c'est le livre, tout ça. Ça arrive rapidement et c'est comme ça que ça s'installe. D'abord, c'est important de placer la différence. Ça ne sera jamais de la même manière. J'évite, j'essaye de construire quelque chose qui est de l'ordre de « Ah, toi, tu es grand, tu as besoin de lire ça. Tu es petit, tu as besoin d'une règle on ne peut pas s'installer dans... Vous êtes tous pareils, vous avez besoin de la même chose de la même manière. Mais après, qu'est-ce qu'il te dérange? Comment tu peux vivre les choses? La parole de l'enfant, elle est magique. Des fois, ils attirent notre attention vers quelque chose que nous, on ne se rend pas compte. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? Tu m'as dit ça, donc dans le sens. Ces petites phrases comme ça nous donnent la porte pour pouvoir lui répondre. Mais après, vous savez...
le plus important dans cette rivalité, dans cette force, si on veut vraiment les libérer, c'est d'instaurer quelque chose qui les sépare de cette violence, de cet passage à l'acte qui peut être le bousculer, le pincer, déchirer ses cahiers. Des petites bagarres en des fait. petites bagarres avec des sanctions très fermes. Insupportables pour les parents quelquefois. Ne pas être l'arbitre, mais instaurer quelque chose qui les libère et puis les séparer quand le moment est vraiment très difficile à gérer. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Aïda. Et puis c'est toujours un plaisir de vous écouter parler à travers donc cette sagesse que vous donnez, que vous expliquez aussi aux téléspectateurs, aux parents. Eh bien cette fois-ci, on vous invite à vivre une très belle histoire. C'est une belle rencontre. Vous parliez donc de thématiques et de fratrie, d'enfants cette fois-ci. C'est Yazid Ait Mahidine qui nous a donc qui va nous faire vivre aussi un beau moment de rencontre avec un auteur qui a décidé donc d'écrire une lettre à son fils Gabriel. Gabriel qui est donc un enfant autiste. Il est donc d'ailleurs au Salon du Livre. Il est invité au Salon du Livre. Il a édité son roman au niveau des éditions Barzakh chez nous. Et donc Yazid Ait Mahidine l'a rencontré lors d'une vente dédicace. Regardez, on se retrouve juste après. Du fin fond de la Norvège, Halfdan Freo, éditeur et auteur norvégien, a élu domicile à la librairie Point Virgule pour nous faire partager le temps d'une rencontre un récit plein de dignité et d'une grande sensibilité. J'ai écrit le livre Cher Gabriel parce que je voulais comprendre plus de qui il était et de l'interaction entre père et fils. Me comprendre moi aussi mieux en face à lui, parce que l'autisme c'est un trouble énigmatique. Et pour moi, qui ai travaillé avec des livres, l'écriture toute la vie, c'était l'unique façon de comprendre mon fils, c'était d'essayer d'écrire sur lui. Nous avons vraiment l'honneur et le plaisir de recevoir cet auteur norvégien qui vient présenter son livre qui est Cher Gabriel. C'est un livre qui traite de la maladie de l'autisme et c'est une lettre qu'il écrit à son fils. Et je trouve que c'est un très bon moyen, à travers des écrits pareils, de parler de la maladie, l'autisme. On avait commencé à lire une livre. Un roman épistolaire, celui d'un père soucieux d'un dialogue serein et passionnant avec son fils autiste, Cher Gabriel est une réelle thérapie et une passionnante fusion entre l'exactitude des mots et la beauté poétique de la langue. C'était aussi important pour moi parce que Gabriel, qui est le nom de mon fils, est une personne très précise. Pour lui, le langage est une chose importante. Donner les noms exacts à toutes les choses, c'est maintenir l'ordre dans le monde. Alors c'était important aussi pour moi écrire un livre qui satisferait son besoin de précision, de dire les choses justes. Et j'espère aussi, parce que je voulais écrire un texte beau, parce qu'il méritait ça. Ce roman illustré par une photo de paysage quotidien de Gabriel nous invite à plonger dans les enchaînements mystérieux de la vie, dans ces moments intemporels et dans le monde intuitif de Gabriel. On doit comprendre que l'autisme n'est pas une chose. Les enfants et les adultes autistes sont très différents. En fait, on ne parle plus de l'autisme, on parle du spectre d'autisme, qui encompasse beaucoup de gens différents. Parce que tous ces enfants sont si différents, l'important pour moi et la mère de Gabriel a été d'être ouvert. Ça, c'est la première chose. On a entendu tellement de fois que ce garçon doit être mal élevé, qu'il est impoli, et tout ça. Et ça a été très important pour nous d'être ouverts avec. Tu veux que je te parle du chagrin? Tu veux que je t'explique le chagrin? Il arrive encore, mais moins souvent qu'au début, dans les premières années, que le chagrin me frappe. Maintenant, cela arrive espacé par des semaines et des mois, mais toujours de façon imprévue et soudaine, comme une embuscade, et à chaque fois je me sens submergé. Le chagrin dépasse tout et m'oblige à me détourner et pleurer un peu.
Je ne sais pas si je peux t'expliquer le chagrin, Gabriel, même si tu le connais peut-être seulement sous d'autres noms qui peinent autrement. Mon chagrin est adulte et difficile. Voilà, de belles rencontres. En tout cas, on vous fera donc des récits de la sorte à travers, bien sûr, les reportages lors du Salon international du livre. Et puis tout à l'heure, à travers donc notre duplex en direct avec Radia Boulmali et d'autres auteurs. Eh bien, on a le plaisir de la retrouver elle aussi chaque jeudi matin. Elle est parmi nous. À l'origine de, c'est donc la rubrique qu'elle nous fait découvrir à chaque fois. Elle nous fait découvrir un objet. Bonjour, Siham Kenouch. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Marhaba bikom. Marhaba bik, comment ça va? Bah écoutez, oui, il commence à faire froid, ça me plaît. Je suis quelqu'un qui est né en plein hiver. Apparemment, ce jour-là, il neigeait, mais bon. C'est aussi de tout augure pour parler, donc raconter des histoires. Tout à fait, exactement. Autour d'un feu. L'ambiance s'y prépare. Oui. Alors avec, bien entendu, il ne faut pas trop sortir et rester à la maison et raconter, se voir raconter par nos grands-mères, nos tantes, etc. des histoires. C'est plus le cas aujourd'hui, mais peut-être que ça s'instaure. Quelquefois oui, quelque part. C'est-à-dire que la nouvelle génération n'a pas véritablement de temps de raconter à leurs enfants. C'est à peine si les mamans, elles ont le temps donc de faire à cuisiner, de réviser les devoirs et tout. Mais il faut trouver il faut voler ce temps, il faut le trouver. Il faut absolument le trouver. Quitte à lire à l'enfant une histoire, ne pas la raconter comme ça, mais lire avec lui. Mais en tout cas, au niveau du salon du livre, il y a l'espace jeunesse, l'espace des enfants. Donc c'est aussi l'occasion de raconter des histoires et les emmener dans cet univers magique, n'est-ce pas? Oui, ça va. Alors, vous allez nous emporter dans un univers magique à travers le récit donc, de la Khamsa et d'où son origine. Exactement. Donc, c'est un objet qui est chez nous, dans tout le Maghreb, on va dire, et très présent chez nous en bijoux, comme par exemple, vous voyez, Amel, elle est jolie. Hein, elle est très jolie. C'est un collier qui a quand même un pendentif. Voilà, c'est un pendentif en Khamsa avec Khamsa Khamsat. Oui. Vous savez, tout est 5 ici. À un moment donné, j'étais fan de Khamsat. J'en avais plein. Donc on peut ça se déclinait sous toutes leurs formes. C'est-à-dire qu'on peut collectionner même les Khamsat parce que bon, c'est un objet de décoration aussi, comme cette jolie belle Khamsa aussi, qu'on peut accrocher au mur. Et qui peut donc faire un objet de décoration très très joli. On peut trouver en gourmette, on peut trouver toute déclinaison de Khamsa. Exactement. À travers aussi les portes aussi, il y en avait. Des portes, donc des constructions, une architecture spéciale Khamsa. Et puis sur des portes, il y avait, si vous vous rappelez, à une certaine époque, je parle des années 60 et 70, une petite Khamsa comme ça avec un œil. Oui. Et c'est très très traditionnel. On disait contre le mauvais œil. Exactement. Dans le côté ésotérique, oui, c'est normal que ça protège du mauvais œil. Mais est-ce que c'est de chez nous? Est-ce que cette tradition ou cette culture est née dans le Maghreb? La réponse est non. D'abord, quelle est son origine? D'où elle vient? J'ai essayé de faire un voyage à travers le temps. Il y a ceux qui disent que le nombre 5 lui-même est protecteur. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire une association avec Surat al-Falaq plutôt. Surat al-Falaq qui contient 5 versets. Surat al-Falaq, dans la tradition musulmane, elle protège du mauvais œil, n'est-ce pas? Donc, comme elle contient 5 versets, on dit que c'est, quand tu dis Khamsa, ou 5 versets, donc ce sont 5 versets protecteurs. La réponse, est-ce que c'est l'origine de la Khamsa? La réponse est non, parce qu'en fait, le Khamsa était connu bien avant la période de l'islam, bien avant le Coran. Est-ce que nous sommes les seuls à avoir cet objet? Non. Dans d'autres cultures orientales aussi, ça existe. Par exemple, chez les Hébreux, nous, on l'appelle la main de Fatma aussi. Donc, les Occidentaux, chez nous, ils l'appellent la main de Fatma. C'est vrai. Khamsa, mais pour eux, c'est la main de Fatma. Par contre, les Hébreux, eux, ils préfèrent l'appeler la main de Myriam. Alors, Myriam, c'est par rapport, non pas à la maman de Jésus, mais par rapport à la sœur de Moïse, celle qui l'a suivi contre sa maman, l'a allaité et elle l'a confié au Nil. Donc, il y avait une sœur qui le suivait, qui suivait son berceau, jusqu'à ce que la femme de Pharaon l'a pris et l'a sauvé
des eaux. Donc cette main protectrice, c'est la main de Myriam, sœur de Moïse. Donc entre Fatma et Myriam, vous êtes toujours chez la femme, il n'y a pas de souci. Oui. Est-ce que c'est hébreu? Non, c'est encore plus ancien que cela. D'après les ethnologues, d'après les chercheurs, les archéologues, etc. exactement, on dit que cette main-là est phénicienne. Donc ça vient de Phénicie. Et on dit que la couleur bleue est une association à cette main. Alors, il fut un temps où la Phénicie, qui donnait sur la Méditerranée, était en conflit avec d'autres civilisations, telles que les Grecs et plus tard les Romains. Et on dit que il y avait un certain moment où il y avait des guerres entre les deux civilisations, entre les deux empires, si on veut. Et alors, pour dire et pour faire signaler que si vous passez ce chemin, si vous prenez cette direction, vous pouvez rencontrer l'ennemi qui vient via la mer. Donc les Phéniciens dessinaient ou sculptaient ou marquaient par exemple une trace sur un arbre, sur un rocher ou quelque part sur un mur. Ils dessinaient une main comme ça, c'est-à-dire halte, et à l'intérieur de la main, il y avait un œil bleu qui représentait la mer. C'est-à-dire, attention, stop, l'ennemi qui vient de la mer, qui est bleu, peut être rencontré si vous prenez ce chemin. D'accord, c'est donc à l'origine. Et c'est ça la véritable origine. Par la suite, plus tard, il y a eu une grande extension de l'idée. Il y a eu le côté ésotérique aussi qui est rentré, qui a fait son apparition, etc. Aujourd'hui, c'est très folklorique en fait. Exactement, ça devient folklorique. Par contre, si vous allez en Égypte, c'est une autre explication qu'on vous donne. Alors, si vous trouvez une khamsa en Égypte avec un œil bleu, l'œil, en fait, c'est l'œil de Horus. Et Horus, qui est la divinité protectrice de l'ancienne Égypte et qui a deux yeux, un pour le soleil et l'autre pour la lune. Donc l'œil d'Horus, vous le trouvez bleu avec un petit blanc à l'intérieur d'une khamsa et on dit que c'est l'œil protecteur. Rien à voir avec l'œil qu'on trouve dans l'hiéroglyphe? Non. Ça c'est complètement autre chose. Ok. Voilà. Alors ça rappelle un petit peu que finalement, peut-être des générations ont jumelé les deux sens de la khamsa. Ça voyage. Ça voyage. C'est des idées qui voyagent et chacun emporte du sien. Chacun met un petit peu de son sel et chacun aime bien interpréter les choses d'après ses mœurs, d'après ses cultures, ses croyances. Et du coup, on se retrouve avec un ornement assez beau. Hein. C'est quand même, vous pouvez ne pas être superstitieux, mais ce dame, vous pouvez porter quand même une khamsa. Il suffit justement de porter aujourd'hui, et ça s'est décliné de telle façon que ça attire le regard, ça attire. Et puis c'est très... avec une belle kippa. Oui, c'est très ornemental, très ornemental. Malheureusement, ça ne va pas avec ce que je porte, mais si je mettais du traditionnel, ça aurait été... Mais c'est grand, hein. Faut dire c'est grand. Bah oui, c'est grand. De loin, on vous dit, aïe, stop. C'est bon, je ne vais pas vous faire vous envoyer de mauvaises ondes. C'est très beau, c'est très simple et en tout cas, c'est bien agrémenté aujourd'hui. Toutes sortes, toutes couleurs, toutes dimensions. On en trouve de tout. Hein. On en trouve que c'est un petit peu quelque chose qui dans les assiettes, dans les cadres, dans les tenues, dans les sacs, dans les bijoux, dans les décors de la maison, dans les tissus, dans les fauteuils, un petit peu partout. Aujourd'hui, c'est très oriental. Ça a toujours ce côté oriental. Ça reste ce côté maghrébin, mauresque. Attention, au Moyen-Orient... C'est bien vendu aussi. Oui, ça vend bien. Ça marche. Hein. Mais en tout cas, au Moyen-Orient, c'est-à-dire si vous allez dans le pays du Golfe ou en Syrie, au Liban, vous n'allez pas véritablement rencontrer cette khamsa-là. Hein. Ça va être autre chose. Mais en tout cas, chez nous, Maroc, Algérie, Tunisie notamment, Égypte, il y a la khamsa shawiya aussi qui est très belle, qui est bien déclinée en bijouterie. Exactement. Aussi. Donc, mais tout est 5 en fait. Voilà. Dans l'ésotérisme, le 5 est un chiffre complet, est un chiffre qui symbolise la famille. D'accord. C'est le père, la mère et les 3 enfants. Très bien. Et le 7 aussi? Le 7, c'est un plutôt chiffre céleste. Bonheur, le 7, c'est un chiffre très philosophique, très profond, très lourd et très céleste aussi. Vous allez nous raconter un jour. Le chiffre 7. Allez, on y va. On y va, voilà. Merci pour toutes ces informations à l'origine de la khamsa.
C'était donc le thème que nous a donc proposé Siam Kednouch ce matin. On lui dit merci beaucoup. En prie. À dimanche prochain. Inch'Allah, Voilà. dimanche, ce sera pour le compte, messieurs, dames. Si vous Oui. aimez les histoires, regardez-nous dimanche. Tout à fait. Et puis, ça hamolodek. Yaïchek, Voilà, merci. parce que ça sera ce week-end. Eh oui. Voilà. On vous dit à très très bientôt. On vous dit Merci, bon courage Amel. aussi pour votre journée. Vous avez du travail qui vous attend, donc on va vous Tout à libérer fait. d'ailleurs. On vous invite tout de suite à retrouver nos autres invités dans un tout petit moment. De retour sur le plateau, on le retrouve avec grand plaisir. C'est Rahim Abdelaziz qu'on a toujours donc le plaisir donc de retrouver pour voyager, hein, parce qu'il nous fait donc découvrir les moindres coins donc de notre beau pays. Et cette fois-ci, il va nous emmener du côté de Kolo. Il est là. Bonjour Rahim. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Très bien. Il va nous faire découvrir les massifs de Kolo. Ce sont donc des massifs très importants et très impressionnants aussi de par donc leur superficie. C'est le massif. C'est le massif de Kolo. C'est un massif méridional qui est situé à près de 400 km à l'est d'Alger. Oui. Et le massif de Kolo est justement situé à l'ouest de Skikda. Oui. Skikda, c'est une wilaya et en même temps une région méridionale où existent des subrés. Des subrés, justement, ou forêts de chêne-liège, qui sont menacées surtout par des pressions anthropiques. C'est ça. Et bien entendu aussi, comme on dit, le prédateur qui est donc l'homme qui va venir clandestinement venir prélever ce précieux donc liège et le vendre aussi. Donc ça craint, en tout cas pour nos forêts. Oui, d'une part, mais vu la valeur marchande du liège, c'est justement d'où sa convoitise par des intrus qui justement... Qui ne connaissent pas la valeur et le métier. Et en détruisant justement l'arbre du chêne-liège. Exactement. Alors ce sont des essences, hein, le massif de Kolo. Il y a donc le chêne-liège, le chêne zen, le chêne vert. Et le chêne à Farès. Et le chêne à Farès. Pas de chêne vert. Pas de chêne. Parce que ce n'est pas son habitat. D'accord. On est bel et bien en face de la Méditerranée. Oui. D'où des essences méditerranéennes. Le chêne vert, il a son aire qui se situe bel et bien. Il accompagne le cèdre. C'est-à-dire, il faut descendre jusqu'au versant sud des monts des Babors pour avoir affaire à ce type de Quercus. Parce que c'est la même famille. La famille des Quercus. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble le reportage, puisque vous nous invitez à aller découvrir justement ces massifs de Kolo, avec bien sûr cette essence du chêne-liège. On y va à travers ce reportage. À l'extrémité ouest de la wilaya de Skikda se dresse Kolo et ses massifs forestiers. Cette presqu'île méridionale compte parmi les régions les plus boisées du littoral algérien. Là-bas, l'essence forestière dominante demeure le chêne-liège et son hibert. Il s'agit d'un produit naturel autour duquel gravite toute une industrie.
Comment se profile le patrimoine forestier de ce grand massif de Kolo, soumis à de fortes pressions anthropiques et climatiques? Le massif forestier de Kolo couvre une superficie de 50 000 hectares. Il bénéficie du climat méditerranéen, ce qui fait sa richesse en diverses essences forestières. Parmi ces richesses, on cite le chêne-liège, qui est une espèce endémique à la région de la partie ouest du bassin méditerranéen, et la wilaya de Skikda couvre une superficie de 60 000 hectares de chêne-liège. Le massif de Kolo, il a plus du 1/3 de la wilaya de Skikda. La deuxième espèce importante dans le massif, c'est le pin maritime. C'est une espèce toujours endémique à la région du bassin méditerranéen. On le trouve généralement dans le nord de l'Afrique et la partie est de la forêt du bassin méditerranéen. Cette espèce est une espèce très importante et rentre elle-même dans l'économie de la production du bois de la région. La troisième espèce, c'est le chêne-zin. C'est une espèce qu'on la trouve généralement dans les stations fraîches. Dans le massif de Kolo, on trouve approximativement dans les 3000 hectares de chêne-zin. L'espèce la plus importante et qui rentre vraiment dans l'économie du pays, c'est surtout le chêne-liège. Ce peuplement, il est aménagé dans le massif de Kolo, il est aménagé ce qu'on appelle les coupons réglés. Ça veut dire qu'elle est partagée en 10 coupons et chaque année, on fait la récolte dans un coupon, ce qui fait le tour d'une dizaine d'années. Ça veut dire la récolte du liège, on va tirer le liège femelle qui a 10 années d'âge. La récolte, comment qu'elle se fait? Généralement, elle commence le mois en printemps, le mois de mai jusqu'à le mois de juin. Mai jusqu'à mois de juin. La première récolte du liège, c'est la mise en valeur. Cette récolte, la première récolte va nous donner le liège mâle. Et après une dizaine d'années, cet arbre va nous donner du liège femelle, ce qu'on appelle aussi le liège de reproduction. Et l'arbre rentre dans la production normale du liège qui rentre toujours dans l'industrie, c'est le liège femelle, et c'est le liège de reproduction. Tout ce riche et varié patrimoine demeure donc vulnérable. Voilà, on a pu voir donc ce reportage qui nous montre un petit peu l'extension donc du chêne-liège dans le massif de Kolo. C'était donc la voix de Halim Yaïch qui a donc lu le commentaire, et vous étiez là aussi pour rapporter ces images. Vous étiez sur place avec les gardes forestiers qui vous expliquaient que ce massif était très riche et que l'Algérie avait un potentiel en matière de chêne-liège. En 1948, tenez-vous bien, rien que les massifs forestiers de Skikda et ceux de Djidjel étaient classés parmi les premiers en matière de production du liège. Voilà. Au monde. Au monde. Aujourd'hui, malheureusement, vu les moultes conditions qui ont détruit justement ce patrimoine de portée mondiale, il faut savoir aussi qu'il y a au monde, il y a uniquement 6 à 7 pays méditerranéens producteurs qui renferment le Quercus iber, c'est-à-dire le chêne-liège. C'est une espèce rare. Et d'où vous nous avez donc donné, d'où vient l'appellation, donc par exemple ibérique, qui vient du mot iber, c'est cela? Iber, c'est le liège. Dans la péninsule ibérique, on a affaire à des forêts de chêne-liège, des forêts jardinées. On cultive au Portugal le chêne-liège comme on s'occupe d'un jardin d'ornement, de pommiers ou de poiriers. D'accord. C'est ce qu'on appelle des forêts jardinées. C'est-à-dire que la sylviculture est donc bien développée dans ce sens. C'est les pays phares
qui justement... Alors qu'on pourrait dire que bien sûr le chêne-liège, c'est un arbre qui se régénère de lui-même, naturellement, c'est-à-dire... La régénération, elle est spontanée et naturelle. Voilà, et non pas avec l'intervention de l'homme. Mais là, vous êtes en train de nous dire que finalement... On a beau essayer de régénérer le chêne-liège, mais ça n'a pas vraiment donné abouti. de bons résultats. Pourquoi? Parce que les conditions de sa régénération, elles sont des plus délicates. Et qu'aujourd'hui, plusieurs phénomènes font que les résultats ne sont pas toujours probants. D'accord. Et il faut aussi un suivi. Vous me disiez tout à l'heure, il faut vraiment faire donc, ce suivi et rester toujours en veille et surveiller. Les forêts de chêne-liège, elles sont aussi victimes d'incendies répétés. Justement, pas mal de forêts de chêne-liège ont subi les affres des incendies la saison estivale écoulée. Oui, malheureusement, c'est pour ça qu'il y a un déclin. Un déclin de la production. Mais la spécificité des forêts méridionales dont dispose l'Algérie, elles ont la faculté de se régénérer d'elles-mêmes après les incendies. Oui. Heureusement. Comment juste... mais il faut des conditions climatiques idéales. Par exemple, après les incendies, il faut la présence des précipitations importantes. Exactement. Malheureusement, les sécheresses récurrentes qui se répètent ne font pas que les espèces méridionales, y compris les sous-bois, en l'occurrence la bruyère et ce qui va avec. Très bien. Alors, vous nous parliez donc de l'importance aussi de la production donc, du liège dans notre pays. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture se penche sur cette production naturelle et surtout l'économie que ça pourrait générer et la main-d'œuvre. On parle de la main-d'œuvre, on parle aussi donc des métiers qui peuvent découler donc de l'industrialisation du chêne-liège dans notre pays. Eh bien, tenez-vous bien, à titre d'exemple, on a érigé tout un port. Justement, rien que pour l'export du liège, durant les années 40-50. Et le port de Kolo, qui a changé de vocation, faute justement de liège. De liège. Il n'y en a pas suffisamment. Voilà. Et d'exportation surtout. D'accord. Alors, d'où est venue cette habitude de produire et surtout de travailler avec le liège? Dans l'Antiquité, par exemple, qui fait beaucoup de recherches? L'exploitation et l'utilisation du liège en tant que matière première pour la bouchonnerie est apparue bel et bien durant la Grèce antique. D'accord. Et bien avant même. Les civilisations maritimes telles que les Phéniciens utilisaient les amphores et utilisaient le liège en tant que bouchon. Les amphores en argile étaient ce qui est aujourd'hui des conteneurs. Exactement. Parce que c'est des sociétés maritimes hydrauliques dont l'activité est basée uniquement sur le commerce. Oui, et ça conservait parfaitement bien. L'isolation du liège était parfaite. Aujourd'hui, il y a différentes déclinaisons d'isolation au niveau du liège qu'on retrouve de différentes qualités surtout. Et le liège se décline en termes de qualité. Il y a liège et liège. Exactement. Et au niveau du massif de Kolo, on dispose de très belles subrés qui donnent les meilleures qualités de liège au monde, en Méditerranée et au monde. Tout à fait. Et c'est en tout cas, on devrait s'y atteler et travailler un peu plus concernant, bien sûr, la déclinaison des lièges ici en Algérie et l'industrialisation du liège. Merci beaucoup, Rahim. Je vous en prie. On va revenir prochainement. Je suis en train d'élaborer un documentaire comparatif entre les massifs d'Al Ghorra
ça se trouve à Al-Qala et ceux de Kolo. Très bien. Justement pour montrer l'importance de cette matière première inégalable. C'est vrai. Et bien sûr, cette richesse faunistique et floristique, comme vous le dites si bien à chaque fois. Et puis, merci beaucoup. On rappelle que le liège est donc prélevé tous les 12 ans, vous me disiez tout à l'heure. Donc, c'est vraiment attendre et être patient pour travailler dans ce domaine-là et protéger ces essences Et pour qu'un chêne liège donne du bon liège, il faut attendre 60 ans, au moins. Waouh! C'est beaucoup, donc c'est de génération en génération. Merci Rahim. Restez avec nous. On va vous emmener du côté du Salon international du livre. C'est la 24e édition. On le rappelle, le Sénégal est notre invité d'honneur cette année. Et donc Radia Boulmaili se régale à travers donc à chaque fois des rencontres et de belles rencontres. Cette fois-ci, elle va nous parler de deux générations d'auteurs, jeunes générations et surtout aussi les aînés qui racontent toujours de belles choses. Regardez, bonjour Radia, on se retrouve tout à l'heure. Je continue justement de vous proposer des univers différents parmi les 400 plumes justement présentes à cette 24e édition du SILA. Bonjour à tous, de nous rejoindre justement dans cet espace, ce temple de la littérature où nous allons faire une immersion à travers les écrits de deux auteurs qui vraiment ont signé leur premier ouvrage cette année au SILA 2019, mais ils viennent d'univers et de générations différentes. Alors on va commencer par l'aîné tout d'abord. Bienvenue à Aziz Mohamed. Merci. Vous venez de Constantine. Oui, je viens de Constantine. Alors on va commencer par le commencement. On va raconter tout à l'heure l'histoire, oui. Merci pour l'invitation. L'aventure du livre, on va la raconter dans un tout petit instant, le temps de présenter le deuxième auteur qui m'accompagne ce matin. Il s'agit de Fatah Boumehdi. Il a tout juste 21 ans. Et je ne vous dis pas, ça va être très impressionnant de voir le regard de ce jeune de 21 ans porté sur l'amour et sur les passions qui sont autour de ce sentiment. Donc bienvenue à vous deux. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir et pour nous, vous êtes le plus jeune auteur de cette édition du SILA. Tout à fait, oui. Oui, 21 ans. Ouais, et toutes mes dents. Et bien sûr, ce livre est pour vous une nouvelle naissance, vous le disiez, après celle que vous a offert votre maman une première fois. Effectivement, c'est comme un bébé, un petit bébé qui vient de tout juste de voir le jour et il y en aura d'autres. Ah bah oui, j'imagine justement, vous devez sûrement être sur de nouveaux chantiers. Donc votre livre s'intitule Avec toi, je perds mes repères. Oui. Et c'est un livre qui est paru aux éditions Al-Ebriz. Ils vous ont fait confiance d'emblée. Comment s'est faite la rencontre? En fait, j'ai fini ce petit récit et je l'ai présenté à Madame Samira Bendes, qui est la directrice et la gérante de la maison d'édition Al-Ebriz. Et en fait, pour un premier jet, elle m'a dit ça va, ça vaut le coup. Alors j'ai rectifié quelques petits passages et voilà. Elle m'a fait confiance et je la remercie par la même occasion. Oui. Alors notre second invité, Aziz Mohamed, nous vient de Constantine. On peut le qualifier d'homme de culture, vous allez comprendre pourquoi. Mais écrivain, est-ce que ça vous colle aussi? Est-ce que ça colle aussi avec... Je suis un écrivain de fortune, à la Kulihal. J'arrive à l'écriture peut-être par effraction. Ah bon? Ça a débuté par un genre de... Comment dirais-je, un pense-bête, ou bien un journal intime. Et comme je suis un lève-tôt, à partir de mon smartphone, j'enregistre toutes les idées qui me... Et ça a pris avec le temps. J'ai commencé à les classer. Des titres sont apparus et des chapitres ont suivi. Et à chaque fois que je raconte une histoire à un de mes amis, un jour, l'un d'eux m'a dit pourquoi ne pas les écrire carrément un livre et centraliser tout ça. Et ben voilà, j'ai réussi à le faire et ça a l'air de tenir la route. C'est aussi parti d'un constat que vous avez fait. Oui, à partir d'un vécu, un vécu réel à Constantine, ma vie de Constantine, moi, tout simplement. C'est vrai que souvent des encyclopédies nous quittent ce monde sans raconter, sans transmettre un vécu qui est parfois exceptionnel et qui n'a pas été connu par-ci, par-là. Bien sûr, parce que finalement nous sommes dépositaires d'un certain savoir-vivre, d'un certain savoir-faire que nous devons transmettre tout de suite. Et on reproche aux anciens de ne pas avoir écrit l'histoire.
Maintenant, c'est nous les anciens, c'est à nous d'écrire quelque chose, de laisser des traces. Parce que finalement, si vous laissez un bien immobilier par exemple, quand vous décédez, ça change de nom, ça, au nom des héritiers. Absolument. Et un livre comme ça ne changera jamais. Mais là, ça ne changera jamais, ce sera toujours votre empreinte dans le panthéon de l'écriture. Et on va peut-être présenter le livre déjà. Je suis Constantinois, ma ville des espoirs et des espoirs. En fait, c'est un jeu de mots. Oui, un jeu de mots qui m'a beaucoup plu. Oui. D'abord, je suis, c'est à partir de mes initiales. A.M. Azizi Mohamed, en anglais, Ayam, je suis. D'accord. Donc la suite, par Constantinois. Au départ, ce n'était qu'un seul livre, mais finalement, les sujets étaient différents. Parler de la ville est une chose, et parler de sa culture, ça se complète. Mais c'est aussi riche et ça mérite d'être développé. Tout à fait. Parce que finalement, Constantine, c'est aussi une ville à réputation culturelle dans tous les sens, dans la musique, dans l'art culinaire, etc. Oui. Des idées peuvent naître dans un café autour d'une rencontre, n'est-ce pas? Oui. Ouais, on se raconte entre amis. Les idées naissent partout. Oui. Si je dis cela, c'est parce que M. Aziz Mohamed, ici présent, possède un café, un lieu culturel à Constantine, qui est devenu vraiment le temple des artistes et des musiciens de tous bords. Il lui-même mélomane et artiste et musicien. Donc il invite vraiment les personnes qui souhaiteraient jouer d'un instrument ou rencontrer, faire de belles rencontres, à venir autour d'un café, justement, fredonner des airs et qui viennent parfois de la de notre ère contemporaine. Parfois, elles puisent dans le passé, dans la tradition. Oui, mais ça fait partie de la transmission parce que nous sommes des anciens et il y a des jeunes aussi qui fréquentent le café, qui viennent, qui suivent et qui s'intéressent. Et ce patrimoine musical n'est pas en péril. Il y a une relève, il y a des associations qui font un excellent travail. Et vous leur rendez hommage, vous racontez leur histoire, l'histoire de la musique constantinoise dans le second ouvrage. Surtout des personnes qui m'ont marqué dans ma vie, au niveau de la musique ou bien dans d'autres domaines, dans le sport ou bien dans ma vie professionnelle, etc. Il y a des personnes qui m'ont marqué. Et vous remontez très loin jusqu'aux anciens fondouk, les fondouk qui avaient aussi cette mission que vous essayez de ressusciter. J'appartiens à la génération, aux quelques rescapés de la génération qui a fréquenté les fondouk, parce que ça n'existe plus. Les fondouk se trouvaient dans la vieille ville et la vieille ville est partie en paix. C'est-à-dire que la vie a changé au sein de la... a changé. Il y a des cybercafés, des cyberespaces et d'autres moyens de communication. Mais à l'époque, les fondouk étaient fréquentés par les gens pas forcément par les musiciens seulement, par les gens des corporations. Ils se réunissaient tous les jours pour parler de leur métier, pour parler. Il y a même des gens qui ont une vie clandestine, qui la vivaient là-bas discrètement. C'est des chambres qui étaient louées au mois par une catégorie de personnes qui se... Oui, et vous avez réussi en tout cas à brasser large, vous avez raconté différentes facettes culturelles de Constantine en passant par l'art culinaire, par justement la musique, voilà, c'est tout un vécu, voilà, et vous décrivez aussi tous les lieux dans le premier ouvrage, ces anciennes piscines traversées par la rivière de Sidi Msid. Oui. Voilà, vous racontez de fort belle manière chaque endroit, vraiment qui mérite d'avoir une histoire. Je me suis baladé à travers toute la ville et j'accompagne mon lecteur éventuel dans une promenade dans la ville de Constantine de l'époque, bien sûr. Maintenant tout a changé, il y a d'autres édifices, d'autres constructions, d'autres mentalités, etc. Très bien. Tout a changé. Mais en tout cas, vous me raconterez votre sentiment maintenant que le bébé est né. Vous allez me dire tout à l'heure comment vous vous sentez. Ah, oui, ce sont des jumeaux, effectivement. Première et seconde partie. En tout cas, on parlera de ça pour clore. On va présenter davantage Fatah Boumadi ici présent et puis voilà, un regard porté sur l'amour. Vous êtes jeune, c'est vrai que les amours à 20 ans, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup d'espérance, c'est beaucoup d'errance aussi. Oui, mais j'ai tenu à narrer une histoire d'amour toxique. Là est la différence. C'est vrai. Et
on va dire que j'ai aussi traité un sujet psychologique qui touche beaucoup, mais autour d'un personnage féminin principal, oui, qui est Bedia. Non, Beya. Qui est Beya, pardon. Beya. J'ai choisi ce prénom algérois. Oui. Et j'ai choisi d'ailleurs la ville qui est la ville d'Alger. Et j'ai narré l'histoire de Beya qui a, on va dire, rencontré un pervers narcissique. Et cet ouvrage-là, on va dire que c'est un guide pour les personnes qui ne sont pas encore au courant de cette pathologie, parce que certains psychiatres et psychanalystes l'appellent la folie blanche. Et aussi, j'ai eu on va dire, un retour assez positif de la part... J'imagine de la part des femmes un peu plus, oui, que les hommes. De mes lectrices qui sont venues lors de mes ventes dédicacées, qui sont senties touchées par ce récit, elles se sont lues. C'est vrai que c'est poignant parce que vous entrez dans l'univers intérieur de cette jeune Beya, éprise de l'ami de son ami. Oui. Voilà, c'est une situation très complexe. Aussi assez tabou, oui, dans notre société, du coup j'ai décidé de briser certains tabous. Oui. Ça peut arriver, ça peut arriver. Il y a de tout. Et lorsque ça nous tombe dessus, c'est vrai que vous racontez toute la détresse de cette jeune femme qui vraiment culpabilise énormément, et vous avez réussi à très bien décrire ce sentiment de culpabilité et cette perte de repères. Oui. En fait, c'est un travail assez complexe de se mettre dans la peau du personnage principal. Mais bizarrement, du moment que je me suis assez bien informée chez des personnes, on va dire, spécialisées en psychologie, j'ai pas eu de mal. Pas vraiment, mais ça va. J'ai tenu le coup et oui, j'ai essayé tant bien que mal de bien décrire son ressenti et son vécu. Mais parfois, vous êtes dans le récit presque philosophique, je dirais, dans la mesure où vous essayez d'expliquer un phénomène social comme le ferait un sociologue ou un philosophe. C'est des pensées humaines qui sont écrites vraiment avec une force. Lorsqu'on voit par la suite l'âge, on se dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme ?» Ce phénomène-là, je n'arrive toujours pas à l'expliquer. Oui. Je sais pas comment ça se passe, parce qu'au moment où je me mets face à mon écran, je me lâche. Oui. Je me lâche et ça donne ça. Ça vous fait 6 mois de chantier sur cet ouvrage? Oui. C'est bien cela? Effectivement, oui. 6 mois de chantier et ça aboutit. Il faut dire que l'ouvrage n'est pas très... c'est facile à lire. Voilà, facile à lire. Oui. Vraiment, je l'ai lu d'une traite. C'était en 1 heure de temps, je l'ai bouclé. L'histoire se laisse et l'histoire est très lire, captivante. Très captivante et très simplement racontée. En fait, oui, on arrive au terme de l'histoire. On parlera de la conclusion dans un petit moment. On reviendra à Monsieur Azizi d'abord. Monsieur Azizi, donc, je vous avais posé une toute petite question. Je vous ai laissé un petit temps de réflexion. Alors, comment est-ce que vous vous êtes senti une fois que vous avez raconté Constantine? Comment vous êtes-vous senti une fois que vous avez raconté Constantine? Je me suis senti libéré d'une dette. Je me sentais redevable envers ma ville et voilà. Le fait d'avoir écrit il y aura pour le moment ça va, il y a des gens qui s'intéressent, la preuve je suis là. Et le véritable lecteur potentiel, il viendra bien après. Oui. Bien après mon départ. Non. On vous souhaite vraiment un lectorat très intéressant déjà maintenant. Ça se passe bien au niveau des stands du SILA? Le SILA, je découvre pour la première fois, avec une agréable surprise, le monde du livre, du lecteur et de l'auteur et de l'écrivain. C'est magnifique. Je ne pensais pas que ça attirait autant de monde. Oui. Ça ne désemplit pas tous les jours et je crois que c'est ça l'Algérie. 1000 maisons d'édition ont participé cette année au SILA. Et puis beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'organisation est parfaite. Et l'avenir justement est au savoir. Nous sommes à la veille de... Ça me rappelle une petite histoire qui est dans le sujet. Oui. Nous sommes à la veille de l'anniversaire de notre prophète, Vincent, notre prophète, oui, tout à fait. À Constantine, à Constantine et peut-être ailleurs aussi, je parle de Constantine parce que je ne connais pas les traditions et les rituels des autres villes, ont teinté de hainer les 3 doigts de l'enfant. Oui. Et on appelle ça sif tolba. Sif tolba. Sif, c'est l'arme, oui, c'est l'épée. Talb, voilà, prenant. Oui.
Donc, si plus tard, c'est la plume, les trois doigts qui tiennent la plume. C'est une arme. Le savoir. Le savoir est une arme, donc la tradition à Constantine existe jusqu'à maintenant. La veille du Mouloud, les enfants, ils diront les trois doigts de la main droite, ici les gauchers de la main gauche. Voilà. L'arme de l'apprenant, de l'étudiant. Oui. C'est pareil. L'histoire romancée, le récit, donc avec toi, je perds mes repères, signé Fatah Boumehdi, a nécessité 6 mois de chantier. Pour le vôtre, j'imagine un peu plus parce que vous aviez besoin de témoignages vraiment détenteurs de savoir ou des pans de culture que vous décrivez. Oui, mais lui, combien d'années ça vous a pris? Lui, il entame sa vie, moi je la termine. C'est là la différence. J'imagine que vous allez encore écrire. Moi, je suis sûre que oui, ça va encore venir. j'ai pris goût. Donc j'ai pris goût à l'écriture. Oui, j'essaie, j'espère. D'ailleurs, même ce livre, je l'ai terminé avec une dizaine de pages forme de glossaire, de dictionnaire, où je traduis certaines expressions. Ça me donne une idée justement dans ce sens. Voilà, vous voyez, voilà, peut-être que vous allez créer... L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant, comme vous dites. Fatah, donc, qu'est-ce que vous avez déjà en pérémigration aujourd'hui? Bon, j'y arrive. Allez-y, dites-le-moi. Péri. Oui. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Voilà. Bon, en réflexion, et on élimine, on met un synonyme et ça va beaucoup mieux. Vous utilisez vraiment des termes pas toujours vraiment communs, c'est-à-dire vous aussi vous puisez dans la langue française. Ah oui, beaucoup. Voilà, énormément de références, comment dire, vous utilisez des termes pas toujours à la portée du lecteur lambda. Oui. En fait, on va dire que d'ailleurs j'ai comme arme le dictionnaire des synonymes. Voilà. Et j'aime beaucoup les mots français et j'adore la langue de Molière. Je trouve que c'est une langue magnifique. Et du coup, je préfère écrire en français, je préfère m'exprimer en français. Et je choisis de bons mots, de beaux mots surtout, et qui décrivent assez bien la situation. On va dire que je choisis le mot adéquat. Tout à fait. Et qui me plaît. Et voilà, en parlant de la langue de Molière, à défaut de prendre justement des emprunts de cette époque, vous avez bouclé pratiquement votre histoire par une ode à l'amour signée Charles Aznavour, qui nous a quittés il y a peu de temps. Oui. Un très beau poème qui résume un peu la situation de Beya. C'est une chanson que j'aime beaucoup et on va dire que j'ai hérité de l'amour pour la chanson française, pour les variétés françaises de mes parents. J'ai beaucoup écouté du Charles Aznavour étant petit et je l'ai dans les veines. Oui, pendant que vos copains écoutent 50 Cent, moi j'écoutais du Charles Aznavour, Edith Piaf, Marie Laforêt. J'ai une très bonne playlist. Oui, excellent. Donc voilà, vous n'avez pas eu peur de mettre ce poème à la fin. C'était un choix et l'éditeur vous a encouragé dans ce choix? Oui, du tout. En fait, ce qui est bien chez les éditions Ibris, c'est qu'il n'y a pas de censure et elles encouragent les jeunes à écrire, à lire surtout. Et aussi, il n'y a pas de censure, il n'y a rien du tout. En fait, vous présentez votre manuscrit d'une façon assez... en fait, un manuscrit, on va dire, publiable. Et vous avez tout l'avenir devant vous. Très bien. En tout cas, à l'avenir, votre héroïne, elle a pu, grâce au dénouement de votre histoire qu'on ne racontera pas, bien sûr, arriver à une nouvelle vie. Une nouvelle vie. C'est ce qu'on souhaite et espérons... J'ai voulu aussi marier la modernité et la tradition. Oui. Parce qu'à la fin, mes lecteurs ont remarqué que... j'ai fait référence à la ville d'Alger, aux vieilles femmes d'Alger. La sagesse algéroise à travers une femme qui reçoit cette jeune... Exactement, et le cœur n'a pas de ride. Oui. Voilà. Absolument, une très belle rencontre, un très bel échange. En tout cas, on arrive au terme de cette rencontre avec plaisir. Vraiment, je vous ai reçus, messieurs. Et voilà, c'était vraiment un réel plaisir de présenter le plus jeune auteur du SILA, en l'occurrence Fatah Boumehdi ici présent, avec l'ouvrage Avec toi, je perds mes repères. C'était aux éditions Al-Ibris. Et puis également Azizi Mohamed, Je suis constantinois, ma ville, des espoirs et des espoirs, donc en 2 volumes. Je vous souhaite bon vent pour la suite, puisque voilà, pérénigration, on voulait dire.
Merci. Oui, donc j'imagine que les idées sont là, elles foisonnent et elles vont finir par donner lieu à des ouvrages, justement, en continuité avec ces idées peut-être. Oui, surtout que la richesse des personnes que j'ai côtoyées était dans le cœur, était dans l'esprit. Le côté matériel existait bien évidemment, mais il n'était pas un préalable. Très bien. Voilà, monsieur, Oui. Je vous dis bravo parce que vous êtes une sorte d'encyclopédie et d'historique pour le patrimoine algérien. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est vrai, il nous a laissé un Je vous lait. laisse les clés de la maison. Ah, c'est excellent ça. Il va venir à Constantine, il va peut-être écrire passerai, dans votre Inch'Allah. café, le café du Hawzi et Qahwat al-Hawzi, Inch'Allah. En tout cas, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Donc, le Sila se poursuit jusqu'au 9. Samedi, donc, c'est la journée du Mawlid Nawawi Sharif. Je vous souhaite justement Kul Aam wa Antum Bkhair à tous ceux qui nous suivent ce matin. Et puis, profitez, donc c'est une journée quand même fériée, donc vous pouvez toujours venir ici, vous abreuver du savoir, vous abreuver des écritures multiples et des univers, des auteurs présents aussi là dans cette 24e édition. D'ici là, donc je reviendrai pour la clôture. Portez-vous bien et bon week-end à tous. Merci beaucoup Radia, merci à vos invités et puis en tout cas, comme l'a dit Radia, allez faire un tour, vous en avez encore le temps jusqu'au 9 donc, de ce mois. Cette fois-ci, on va parler high-tech, je vous l'ai dit, chaque jeudi on a rendez-vous avec la rubrique jeudi et lundi avec la rubrique high-tech présentée par Nafar Mezari. Bonjour Nafar. Bonjour Amel, bonjour à tous et à tous. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Alors très bien, merci. Et puis on a le plaisir de recevoir Kamel Swig. Bonjour Kamel. Bonjour Amel. Belle surprise. Vous êtes là avec un trophée. C'est toujours un plaisir de revenir à Bonjour. Oui, revenir avec à Bonjour, surtout que vous faisiez la rubrique high-tech aussi. Vous parliez start-up, vous parliez de nouvelles technologies, etc. On en touchait un mot tout à l'heure avec Nafar et parlait un petit peu de ces nouveautés qui nous envahissent aujourd'hui. Alors là, vous venez avec un trophée parce que vous venez d'être lauréat du 2e prix du concours Mediastar. Bah, c'est ça, c'était hier, décerné par un grand opérateur de téléphonie mobile. Oui. Donc moi je tiens surtout à le dédier à toute l'équipe qui a travaillé avec moi, parce que encore une fois c'est un travail d'équipe. Donc l'émission Start-up qui s'installe dans le paysage audiovisuel de Canal Algérie, de la télévision algérienne aussi. Donc on accompagne les start-up, on essaye d'accompagner cet écosystème qui essaye d'émerger aussi dans le paysage algérien. C'est un levier économique. Et donc c'est un prix que je dédie à toute l'équipe. Magnifique, félicitations, on est très contents pour vous, surtout pour montrer un petit peu comment ces jeunes aujourd'hui se démarquent à travers leurs innovations, leur savoir-faire. Vous avez donc brillé aussi à travers cette émission qui a vu le jour cette année. Vous étiez avec nous, vous faisiez parmi toute cette équipe de Bonjour d'Algérie et chaque semaine vous veniez avec une nouvelle présentation, d'une nouvelle application, d'une start-up et c'était passionnant. C'est passionnant parce que l'univers est passionnant, parce que le travail, la recherche elle est passionnante et parce que les idées sont passionnantes aussi. Et à chaque jour que nous rencontrons des startups, que nous allons dans des événements start-up ou high-tech, on est surpris par le génie, par le savoir-faire, par l'inventivité, par l'invention des Algériens. Nous étions il y a quelques semaines aussi dans un événement à Tirsalaïn, à l'école supérieure qui forme les jeunes formateurs sportifs, et il y avait parmi les coachs un Indien qui était impressionné aussi par le haut niveau des applications algériennes. Alors autant vous dire qu'il vient de la Silicon Valley de l'Inde, là où se trouve le génie qui alimente aujourd'hui la vraie Silicon Valley aux États-Unis. Toute cette matière grise qui aujourd'hui foisonne à travers les high-tech et nouvelles technologies. Alors c'est vrai qu'on pourrait être dépassé très vite, d'ailleurs Nafar va nous en dire un mot dans un moment, mais il faut rappeler aussi que ce prix a été donc lancé depuis quelques années déjà. C'est la 9e édition. C'est la 13e édition. Ouais. Donc beaucoup de journalistes s'inscrivent. Ça a été le cas pour vous? Oui, c'était avec le premier numéro d'ailleurs de l'émission Startup, et on s'est dit pourquoi pas, parce qu'on est en train de chercher de la data, comme on dit. On cherche à être visible parmi les startups, etc. Et on s'est inscrit dans ce concours. Et puis c'est toujours intéressant aussi d'avoir ce genre de concours, d'avoir des espèces de challenges aussi. Surtout que le concours est dédié aux nouvelles technologies, c'est le but. Absolument. Il y a plusieurs catégories, catégorie médias,
donc presse écrite, photo, il y a donc la radio et la télévision. Nous, on a été aussi. distingués dans la catégorie audiovisuelle, production audiovisuelle, dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Voilà. Et le fait d'avoir entendu votre nom, c'était on comment? m'avait appelé hier soir, ça fait toujours un plaisir de représenter aussi Canal Algérie, une chaîne dans laquelle nous évoluons depuis plusieurs années. Et avec cette nouvelle dynamique aussi, la nouvelle direction, ça te fait toujours plaisir d'être encouragé, d'aller de l'avant et de proposer aussi. Et on est là dans le paysage audiovisuel, vous l'avez dit tout à l'heure, et on tient à accompagner aussi les startups, à les médiatiser, parce que finalement, Amel, on revient à notre cœur de métier, le métier de service public, c'est de médiatiser ces jeunes qui ont besoin justement. Moi, ma plus grande fierté, c'est quand on m'avait appelé un jour, j'ai invité des startups, on avait fait une émission spéciale et on m'avait dit, on a reçu un financement grâce à vous parce qu'on nous a vus à la télévision et un financeur a vu que l'idée, elle était brillante et on nous prend en charge aujourd'hui. Voilà, en tout cas, mettre en relation certaines personnes qui en ont besoin, c'est très très important et surtout être visible, expliquer les choses, vulgariser aujourd'hui la nouvelle technologie, c'est très important. Nefa le fait chaque semaine pratiquement avec nous à travers 2 passages, le lundi et le jeudi. Aujourd'hui, il va nous parler des objets connectés. Vous en connaissez un bout, n'est-ce pas, Kamel? Un petit peu. Un petit peu, oui. Aujourd'hui, je veux dire que les garçons sont plus high-tech que les filles. Hein. Pour ma part, c'est un petit peu le cas. Hein. Pourtant, il y a plus d'accessoires pour les femmes que pour les hommes. Enfin, on va dire que c'est unisexe déjà, tout ce qui est gadgets et objets connectés. Bah oui, les objets connectés, c'est plutôt gadgets et ça plaît beaucoup plus aux garçons, je vais dire. C'est vrai qu'on a une certaine tendance à s'approcher de ce genre de gadgets avec toutes les avancées technologiques, la nanotechnologie, les connectivités, la connexion Internet ultra rapide avec... Les développeurs, en fait, comme l'a dit Kamel, les développeurs et inventeurs de gadgets sont en ébullition actuellement. C'est-à-dire qu'ils mettent au profit de tout le monde leurs connaissances, justement, mais c'est grâce à toutes ces avancées, justement, qu'ils mettent au service de tout le monde ces inventions et ces gadgets qui deviennent de plus en plus indispensables dans notre quotidien. Exactement, et très très vite dépassés. Hein. Exact. On peut acheter quelque chose aujourd'hui, en peu de temps, on va se retrouver à en acheter un nouveau qui est plus rapide ou peut-être qui est plus avantageux. Donc, il y a certaines choses, c'est-à-dire qui n'existaient même pas, dont on ne connaissait même pas l'existence et qui sont devenues maintenant, qui se sont imposées justement dans notre quotidien. Oui, aujourd'hui, c'est très vite obsolète. Hein. Très vite. On passe d'un gadget hyper connecté et très vite, déjà, on se voit dépassé par un autre objet révolutionnaire. Exact, parce que rien n'y échappe. Il y a 2 catégories en fait d'objets. Il y a des objets qu'on invente qui n'existaient pas, qui n'avaient aucune utilité avant, qui se sont imposés. Et il y a d'autres, on va dire, périphériques ou d'autres accessoires qui étaient plus ou moins classiques, mais qui se sont révolutionnés justement avec les nouvelles technologies qui sont devenus connectés. À l'instar par exemple des téléviseurs smart qui sont passés justement d'un simple téléviseur à pratiquement devenu un ordinateur pour nous, que ce soit pour le contenu par exemple à la demande. Ça, ce qu'on est en train de voir sur la télé, c'est des lunettes pour de la réalité virtuelle justement. C'est vraiment une autre dimension on va dire d'amusement et de divertissement puisque ça s'appelle The Cave. Ils vous mettent comme ça des lunettes et ils vous emmènent dans un univers en 3 dimensions. En 3 dimensions, et exactement. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous avez l'impression de tomber parce qu'il y a un vide, etc. Alors que vous êtes sur place dans une espèce de 3 dimensions. Il y a de tout en fait. Maintenant, entre les smart TV, les smartwatches, les accessoires, c'est-à-dire du quotidien qui sont devenus connectés, qui sont devenus avec plus de fonctionnalités, comme les montres, c'est-à-dire qu'ils peuvent calculer le rythme cardiaque. Exactement. Voilà, des podomètres à la main pour savoir combien de pas on a effectué la journée. Les livres qui se transforment en fait en liseuses de e-books, c'est-à-dire qu'on a plus maintenant les bibliothèques. Il y a certains livres qu'on n'arrive pas à acquérir, c'est-à-dire des livres classiques, mais qu'on peut trouver justement sur Internet et qu'on va lire avec notre J'allais dire tout à l'heure, après notre passage, après le salon du livre, j'allais dire on va se faire des ennemis parce qu'aujourd'hui on va parler high-tech et high-tech. C'est vrai que ça n'encourage pas la lecture palpable. Palpable, exactement. Mais c'est vrai que le problème justement du livre est que ça a son propre charme, mais les livres se détériorent et... Voilà, la fameuse liseuse. Exact.
les problèmes d'acquisition des livres. C'est-à-dire que maintenant, on peut acquérir de son ordinateur ou de son compte en face du PC une multitude de livres qu'on ne peut pas justement avoir sur le et une territoire caméra. national. Et une caméra embarquée. Justement, les caméras de surveillance ne sont plus devenues justement de simples, on va dire, boîtiers qui vont enregistrer des vidéos, mais plutôt maintenant on peut surveiller sa maison de loin à travers justement son smartphone. On peut surveiller tranquillement que ce soit le déroulement de ce qui se passe dans sa maison. On a aussi un peu plus loufoque, c'est des lampes intelligentes maintenant qu'on a, puisqu'on peut les connecter avec ses téléphones et justement, que ce soit les éteindre ou les allumer ou encore changer la couleur de la lampe. Sans aller vers l'interrupteur, l'éteindre. Ça peut encourager le fainéantisme, mais c'est tout aussi ludique et amusant d'avoir une lampe justement qui change de couleur à travers le téléphone. Il y a d'autres, bien sûr, périphériques. La montre connectée. Vous en avez une, des montres connectées? Alors moi, j'adore les montres, mais j'ai pas les montres connectées. J'aime les montres avec des aiguilles, des chiffres, voilà. etc. Non, j'ai pas encore de montre connectée. Oui, c'était aussi un phénomène de mode. Hein. La montre connectée, noire, comme ça, avec des chiffres, et puis on met toutes les options qu'on veut. Maintenant, voilà, c'est devenu un accessoire de mode plus qu'autre chose, puisque maintenant c'est sorti du mode digital. On a des cadrans, je veux dire, plus ou moins pratiquement classiques comme les montres normales et avec des bracelets en cuir. Et des cadrans qu'on peut changer, surtout. Exact. Avec les fonctionnalités, bien sûr, d'une smartwatch aussi normale. Il y a aussi de nouveaux accessoires, comme les drones, par exemple, qui sont utilisés dans tout nombre de domaines, que ce soit le domaine militaire ou le domaine du film lui-même. Et c'est devenu aussi un accessoire très ludique et avec lequel on peut par exemple filmer certaines scènes. Exactement. Ça devient aussi un objet indispensable pour la technologie, différentes technologies. En agriculture aussi, on arrive à surveiller des parcelles pour les forêts, les feux de forêt, pour les pompiers. Les feux de forêt, la surveillance des animaux. Ça, je suppose, c'est quand on perd ses clés. C'est un porte-clés, justement, c'est un smart porte-clés qui est connecté avec, c'est-à-dire son smartphone. C'est bien ça. Et il a une double fonctionnalité. Soit, quand on perd ses clés, on peut le faire sonner, et vice-versa, c'est-à-dire qu'on peut faire sonner à travers le porte-clés son téléphone qu'on n'arrive pas à retrouver. Donc c'est des choses du quotidien, en fait, qu'on a révolutionné et qui deviennent de plus en plus indispensables à tous les utilisateurs justement à ce propos, je pense qu'il y a une start-up de Wetsouf qui propose le Smart Wallet, c'est le portefeuille connecté. Si vous le perdez, vous arrivez à le retrouver rapidement. Il est connecté grâce à une petite puce GPS à l'intérieur. Ça, c'est parmi les inventions des Algériens et des Algériens. Bravo, c'est magnifique. En tout cas, vous allez nous le présenter dans une de vos émissions? Alors, la prochaine émission, on va parler de NASA Space Apps. Le concours international de la NASA et la finale algérienne, elle a eu, la concours algérien, il a eu à Blida. Il a eu lieu à Blida et vous allez voir un concentré de profils algériens qui sont venus des quatre coins du pays pour répondre à des questions existentielles posées par la NASA. Magnifique, bravo. Kamel, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Vous allez revenir mardi prochain pour nous présenter la thématique. Tout à fait, puisque c'est promis, vous nous l'avez donc proposé la semaine dernière. Donc ce mardi, à la veille donc de diffusion de votre émission, vous allez donc passer pour nous en parler en détail. Absolument. Et puis bien sûr, en attendant, on vous souhaite plein d'autres succès, Inch'Allah, dans votre émission. Et surtout, je sais qu'il y a l'équipe qui vous attend. Oui, donc allez-y, on vous laisse filer, parce que tout le monde vous attend pour votre tournage. Allez-y. Merci Kamel et bon courage. On va continuer avec vous, Nafa, pour continuer à parler bien sûr de ces nouvelles technologies, c'est cela? Exact, oui. Donc ces nouvelles technologies qui inondent notre quotidien, ils ont certains avantages. Il y a certains sceptiques justement qui n'ont pas fait encore le pas, c'est-à-dire de passer vers ces objets connectés, mais justement, il faut être rassuré par rapport à l'utilisation de ce genre de périphériques et de gadgets, étant donné qu'ils sont là pour nous faciliter le quotidien. Ils sont hyper pratiques pour tout le monde. Ils sont hyper pratiques parce qu'il y a eu aussi une évolution de la connexion. On est passé à une connectivité ultra rapide aujourd'hui. Ultra rapide qui nous permet justement le transfert de données rapide et qui a justement donné naissance à tout type de périphériques. Ils sont faciles à utiliser.
et pratiquement tous ces gadgets sont connectés avec notre smartphone. Voilà. On est en train de voir ce qu'on appelle un power bank, c'est-à-dire une batterie portable, puisque maintenant, avec l'utilisation des portables qui consomment de plus en plus d'énergie, on a besoin de les recharger rapidement. Et donc, on ne peut pas avoir une prise à n'importe quel moment de la journée. C'est vrai. C'est très utile justement d'avoir ce genre d'outils avec soi. Ouais. Notre quotidien devient de plus en plus facile avec ce genre d'accessoires. Il y en a certains qui sont peut-être beaucoup plus amusants ou loufoques, très ludiques pour les enfants aussi, puisque justement ça permet de développer leurs connaissances et surtout leur maîtrise de la nouvelle technologie. Y a-t-il des dangers? Des dangers, on va pas dire ça, mais bon, c'est vrai qu'on devient très, très dépendant de ce genre d'accessoires. Accro, oui, nouvelles sorties, nouvelles tendances. On suit toujours, c'est-à-dire les nouvelles tendances de ce genre d'accessoires. Et on devient très dépendant dans le sens où déjà notre smartphone est devenu une partie prenante de notre vie. Mais vrai. en fait, tout le reste est connecté à ce smartphone et donc va prendre justement plus d'ampleur dans notre vie. Ouais. Il y a aussi la nécessité de la connexion pour certains outils, ce qui n'est pas le cas, on va dire, pratiquement tout le temps, c'est-à-dire on n'est pas connecté, peut-être qu'on va perdre la connexion, peut-être qu'il y aura une coupure d'électricité et là c'est la mort pour tout le monde. On va se retourner vers une bougie et un livre classique et donc par conséquent on est dépendant justement. Exact. La technologie nous a rendu dépendants, que ce soit des ressources ou des objets eux-mêmes. Très Il y a bien. aussi le prix qui des fois peut être relativement cher par rapport à certaines choses. Mais bon, ça reste aussi un grand atout et Exactement. il Il y en a faudra pour tout. s'en procurer. Il y en a pour toutes les bourses aussi. Merci beaucoup, Nafa, pour prie, c'est un aujourd'hui plaisir. les gadgets connectés. Ça a été donc le thème que vous nous avez donc proposé. On se retrouvera lundi, Inch'Allah. Mardi. Mardi. Oui. Mardi, oui. Lundi, mardi Ah avec oui, Soumeya c'est vrai. Et c'est vrai. et jeudi Ah bah voilà. avec... Et je m'embrouille. Voilà. Merci beaucoup, Nafa. Bonne journée à Bonne vous. journée, bon bon courage. week-end, au revoir. Allez au Salon du Livre aussi, faire un tour, Oui. pourquoi pas, parce que vous Pour aller n'avez pas voir des encore livres été. classiques. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec tous nos rubricards et surtout les thématiques que nous avons choisies pour vous ce matin. Excellente journée à vous tous. Demain, vous retrouverez Iman Mahrougaras en direct d'Oran. Elle sera donc, l'émission sera diffusée entièrement à partir d'Oran. Le Bonjour d'Algérie, donc on la saluera et on aura le plaisir donc de la voir et de la suivre jusqu'à la fin, jusqu'à 10h30. Merci à vous tous. On se retrouvera samedi, Inch'Allah, avec Mahrez Rabia. Au revoir.